Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro, le 7e numéro, le 7e webinaire de notre série l'Alpha au-delà de nos frontières. Alors vous allez me dire, un 7e numéro, c'était pas prévu au programme, effectivement, et avec un titre pareil, l'Alpha au-delà de nos frontières, nous osons quand même aujourd'hui nous lancer dans ce 7e webinaire à partir de notre petit territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ceci en fait pour répondre à la demande des intervenants qui nous ont précédés là derrière l'écran, qui voulaient aussi connaître nos réalités de travail. Et donc voilà pourquoi nous avons ajouté ce bonus, cet épilogue si on veut. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réalité de l'alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles avec deux directrices de Lire-Écrire. Donc Sylvie Pinchard, directrice de Lire-Écrire Communauté française, que vous voyez apparaître sur l'écran. Bonjour Sylvie. Et Anne Cupiters, directrice générale de Lire-Écrire Bruxelles. Bonjour Anne. Donc voilà, donc au départ, notre intention, c'était de donner la parole aux acteurs associatifs de l'alphabétisation, donc dans les pays limitrophes, même très très proches de nous, donc c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière linguistique en Flandre. On est allé jusqu'au Québec. Et donc de leur donner la parole et de nous permettre d'avoir une vision analytique et comparer des réalités de l'alphabétisation dans tous ces territoires-là. Et nous avions invité des gens qui partageaient les mêmes engagements que nous, les mêmes valeurs que nous, ce travail dans l'associatif et qui s'occupent et travaillent la question de l'illettrisme, je veux dire, pour les personnes en situation d'illettrisme et avec les personnes en situation d'illettrisme. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à Sylvie et Anne, que je me permets de tutoyer puisque je les connais dans le cadre du travail quotidien. Donc nous leur avons demandé de se prêter à l'exercice, mais de façon identique, c'est-à-dire elles doivent suivre les mêmes règles du jeu que les précédents conférenciers. Donc vous savez que pour ceux qui nous rejoignent, donc je vais le rappeler, pour ceux qui nous ont déjà suivis, excusez-moi, ça va être un peu répétitif, mais voilà. Donc il y a 3 points dans leur intervention. Il y a un premier focus sur la situation de l'illettrisme. Donc qu'est-ce que c'est que l'illettrisme, l'analphabétisme en Fédération Wallonie-Bruxelles? Quelles sont les réalités qu'on met derrière ces mots? Quels sont les mots qu'on utilise? Quels sont les chiffres, les estimations de l'ampleur du phénomène? Est-ce qu'on en a? On n'en a pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ces outils de recensement? Est-ce que ça permet d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir des politiques effectives, plus efficaces ou pas? Enfin voilà, donc un point sur l'illettrisme. Un second point, ça concerne nos dispositifs d'alphabétisation. Quels sont pour nous les 3 enjeux principaux que nous voudrions mettre en avant dans les prochaines années pour travailler cette question de l'alphabétisation et de l'amélioration de la qualité de l'alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le dernier point qui s'est imposé à nous suite à l'actualité, même si nous étions déjà conscients et travaillons sur cette question-là auparavant, c'est la question de la fracture digitale suite au confinement et à la crise sanitaire que nous connaissons. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ce qui s'est passé dans les centres d'alpha. Anne va nous en parler beaucoup plus en détail. Donc, ce sont les 3 questions de base de leur intervention, qui durera à peu près 40 à 45 minutes maximum, nous l'espérons, puisqu'après, on aura une série de questions. Vous savez qu'on est dans un format assez rigide, assez cadenassé, qui ne nous permet pas d'interagir, de discuter, d'avoir ces petits apartés comme on aurait pu le faire si on s'était rencontrés en présentiel. Donc nous avons un chat et nous vous invitons à l'utiliser. Donc je vais vous présenter tout de suite le fonctionnement du chat, mais c'est plutôt Louise Culot qui s'en occupe, donc à Lire-Écrire ici, Communauté française, qui est dans nos bureaux juste à côté, avec Yannick Bailly. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, ils sont là pour vous répondre, mais je laisse la parole à Louise pour nous présenter le fonctionnement du chat. Voilà Louise, bonjour et à toi. Oui, bonjour Cécilia, bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous. Donc oui, Yannick et moi sommes ici derrière nos écrans. On répond à vos questions techniques en espérant que tous les problèmes qui se présentent actuellement vont vite se résoudre.
Et on va partager ici des ressources aussi, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et évidemment à adresser les questions que vous souhaitez poser à Sylvie Pinchard et Anne Copiters. Et dès que le webinaire, enfin dès que leur intervention sera terminée, on passera à la séance questions-réponses. Si on a peu de temps, on ne pourra pas retenir toutes les questions, mais on va essayer d'en retenir un maximum. Voilà, excellent webinaire à tout le monde. Je rends la parole à Cécilia. Merci Louise. Donc voilà, le chat est ouvert. Donc je cède la parole maintenant à Sylvie Pinchard et Anne Copiters, qui sont respectivement directrices de Lire Écrire Communauté Française et de Lire Écrire Bruxelles, pour les gens qui nous rejoignent juste à l'instant. Donc voilà, Sylvie, je pense que c'est toi qui démarre l'intervention, donc je te laisse la parole. Oui, merci Cécilia. Voilà, donc je vais demander dans mon intervention à changer la DIA. Oui, merci. Un petit mot de présentation de Lire et Écrire, parce que je pense que c'est important que vous sachiez à partir de quel point de vue on va parler de l'alphabétisation dans la partie francophone de Belgique. Donc pour peut-être les personnes qui nous rejoignent, qui viennent de l'étranger. Donc la Belgique est vraiment un État qui a une forte fédéralisation. Donc on a eu nos collègues néerlandophones début décembre, vous pouvez voir le webinaire, qui ont décrit une réalité en Flandre. La réalité dans la partie francophone de Belgique est très différente. Alors Lire et Écrire, c'est un réseau de 11 associations qui couvrent l'ensemble du territoire francophone de Belgique, donc c'est-à-dire la Wallonie et Bruxelles. Les 11 associations, il y a en fait 9 régionales qui mènent des actions de terrain et 3 coordinations, wallonne, bruxelloise et fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes la plus grosse association d'alphabétisation en Belgique francophone, mais aussi le plus important opérateur d'alphabétisation en Belgique francophone. Donc en tout, c'est 320 salariés, une centaine de volontaires et nous accueillons en moyenne 4500 apprenants par an. Ça peut aller jusqu'à 5000 ou 4000, ça dépend des années. Les actions que nous menons, c'est de l'alphabétisation, bien sûr, mais c'est aussi l'accueil et l'orientation et l'accompagnement du public. La formation continuée et de base à destination du secteur de l'alphabétisation, en formation de base essentiellement en formation de formateurs en alphabétisation, un travail de sensibilisation et de partenariat fort important, analyse, études, ressources, nous développons des ressources pédagogiques et les publions, nous menons des campagnes de sensibilisation et d'information au grand public. Nous avons une publication, le journal de l'Alpha, souvent que beaucoup de gens connaissent, et nous avons une mission importante en termes de plaidoyer politique. Tu peux changer, oui. Alors, on est ce qu'on appelle, les 11 associations constituent ce qu'on appelle un mouvement d'éducation permanente. Donc l'éducation permanente, c'est une politique qui s'inscrit dans le cadre d'un décret, une politique culturelle, et qui se rapproche de l'éducation populaire en France, du concept de l'éducation populaire en France, ou peut-être dans les pays plus anglophones, du développement communautaire, mais avec aussi une dimension de citoyenneté active et critique. Ce cadre qui constitue le mouvement, c'est dans ce cadre-là qu'on définit nos missions. Alors les missions, c'est la première, c'est de considérer que l'alphabétisation est un droit humain fondamental et donc que tout adulte doit pouvoir avoir accès à de l'alphabétisation de qualité pour atteindre la maîtrise des compétences de base. Travailler en alphabétisation pour nous, dans le cadre du mouvement, c'est aussi mobiliser des acteurs pour agir sur les causes de l'analphabétisme et sur les conséquences pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Donc les apprentissages des langages fondamentaux de la lecture et l'écriture, ce n'est pas une fin en soi. Ce sont vraiment des outils de pouvoir sur sa vie, sur son milieu, sur son environnement. Donc ce sont des apprentissages au service des personnes, de leurs projets, de ce qu'ils ont envie de réaliser ou veulent réaliser, mais ce sont aussi des outils pour se réunir et agir collectivement dans le cadre de la citoyenneté. Donc on a une visée pédagogique
et politique. Les deux sont pour nous intimement liés. On pense qu'il n'y a pas de visée pédagogique, de choix pédagogique sans, mais en tout cas chez nous, ils sont explicites et on a mené un important travail de formalisation, de ces questions, pédagogiques, au travers, d'un outil que vous voyez là, qui sont les balises de l'alphabétisation populaire. Donc pour les personnes qui sont intéressées plus sur les questions pédagogiques, sur le comment, je les invite à s'y intéresser. Cécilia, tu peux passer à la suivante. Alors, analphabétisme et illettrisme. À lire et écrire, et dans beaucoup d'associations, on utilise un peu indifféremment les deux. En fait, pour nous, c'est un même dispositif, même si effectivement, les publics ont des trajectoires différentes. Donc, il y a des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Il y a des personnes qui ont été à l'école, certaines ont été à l'école en Belgique, d'autres viennent de pays étrangers. Certaines parlent français, d'autres ne parlent pas français. Un même dispositif, parce que pour nous, il nous semble que c'est important aussi de pointer ce qui rassemble ces réalités multiples. Ce sont des adultes qui ont en commun de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture, et ça dans aucune langue. Donc c'est un rapport spécifique entre une culture orale et une culture écrite. Elles ont aussi en commun d'avoir soit un rapport inexistant ou problématique à l'école et au cadre formel d'apprentissage. Quand je dis problématique, ça peut être très problématique. Elles ont aussi en commun une trajectoire sociale de non-accès à la maîtrise des savoirs de base. En gros, comment ça se fait qu'actuellement, en 2021, des adultes ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture? C'est qu'elles n'ont pas eu accès à cette maîtrise, soit parce que, en raison de leur sexe, ils n'avaient pas accès à l'école, soit ce sont des parcours migratoires, des situations de guerre, soit, et en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est important, c'est la conséquence de la relégation scolaire. Donc on a en Belgique francophone un des enseignements les plus inégalitaires. Donc les enfants de milieux populaires sortent de l'école, une partie d'entre eux sans la maîtrise des compétences de base. Alors, les adultes qui viennent en formation, ou qui ne viennent pas en formation d'ailleurs, partagent aussi des difficultés spécifiques dans la participation à la vie sociale. La vie sociale, c'est tous les aspects de la vie sociale, hein, et dans l'accès aux droits et aux ressources collectives. Donc il y a vraiment un phénomène de relégation. Donc il y a l'analphabétisme est une histoire individuelle, mais c'est aussi et surtout une histoire collective qui sont souvent marquées par les inégalités sociales. Alors on s'appelle lire et écrire, mais en fait, à notre niveau, au niveau de l'alphabétisation, c'est l'ensemble des savoirs de base que nous prenons en considération à lire et écrire. Donc les savoirs de base, c'est ce qui équivaut au certificat d'études de base en Belgique francophone, c'est-à-dire une scolarité jusqu'à 12 ans. Donc depuis plusieurs années, on est très attentif aussi sur les apprentissages mathématiques. Au-delà, on considère que ce n'est plus de l'alphabétisation, mais plutôt de la remise à niveau. Donc on est en dessous de la norme européenne qui est plutôt jusqu'à 15 ans, une scolarité jusqu'à 15 ans, et qui est la norme aussi qui est prise en considération au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On reste très attaché à ce critère de non-maîtrise des langages fondamentaux, parce qu'il nous semble que là, il y a vraiment une spécificité à prendre en compte. Alors, combien d'adultes sont concernés en Belgique francophone? Eh bien, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas d'enquête. Donc, lire et écrire fait une estimation très prudente d'un adulte sur 10 dans la partie francophone de Belgique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on se base sur différents indicateurs d'études menées dans des régions similaires en Europe et des indicateurs liés au CEB. On peut changer d'IA. Alors, comme il n'y a pas d'enquête, on ne connaît pas les caractéristiques précises des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Mais par contre, on a des éléments sur les personnes qui viennent en formation à lire et écrire.
Donc ici, je vous en ai repris quelques-unes liées au profil des apprenants en 2019 à lire et écrire. Donc c'était en majorité des femmes, 60%. 30% n'ont jamais été scolarisés ou de manière tellement fragmentée que ce n'est pas pris en considération. Et 80% des personnes à lire et écrire en 2019 avaient été scolarisées hors Belgique. Alors, un autre indicateur qui illustre quand même bien les liens entre analphabétisme et inégalité sociale, mais 58% des apprenants ont des revenus de remplacement ou bénéficient d'une aide sociale et 30% sont sans revenus propres. Alors, ces caractéristiques, c'est au niveau du mouvement. Donc, en fait, il y a des variations très importantes entre les différentes régionales, puisqu'il y a des territoires soit urbains, soit ruraux, soit semi-ruraux. Et dans l'ensemble du territoire, on n'a pas du tout les mêmes phénomènes migratoires, que ce soit des phénomènes migratoires de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, donc il y a des années 60, ou des personnes qui sont primo-arrivantes, comme on les appelle en Belgique. Voilà, donc ce sont des caractéristiques très générales, mais qui ne rendent pas compte de la réalité spécifique de chaque régional. On peut passer à la dia suivante. Alors, un petit détour historique pour comprendre ce qu'est le secteur de l'alphabétisation en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est une histoire qui est essentiellement associative et militante. Donc c'est bien la question sociale de l'analphabétisme et de sa persistance, c'est bien constitué à partir de trois réalités investies par des initiatives citoyennes. La première, c'est la question des travailleurs migrants dans les années 60 qui sont venus travailler dans les mines et dans les industries en Belgique et qui souvent venaient de milieux ruraux très pauvres et étaient en situation d'illettrisme. Donc là, il y a vraiment eu des initiatives syndicales et associatives paroissiales aussi pour permettre à ces personnes d'acquérir les bases de la lecture et d'écriture, avec aussi déjà un enjeu d'acquisition des droits sociaux, de participer aux luttes sociales en Belgique. C'est un deuxième élément, c'est la grande pauvreté, donc vraiment l'interpellation notamment d'ATD Carmonde en disant il y a toute une partie de la population qui est en très grande pauvreté, qui est en situation d'illettrisme, qui souhaite en sortir et qui souhaite surtout que leurs enfants ne se retrouvent pas dans la même situation. Et la troisième, historiquement, c'est toutes les mutations liées au marché de l'emploi. Donc il y a vraiment des questions de reconversion, donc ça on est dans les années 80, avec la nécessité une cohorte de travailleurs et travailleuses dans le secteur ouvrier, textile, sidérurgie, etc., qui ont eu des besoins de reconversion et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait pour certains d'entre eux des soucis sur la maîtrise des compétences de base. Donc de nombreuses initiatives locales et en 1983, la constitution de lire et écrire, qui, à travers, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'ensemble du territoire, ça construit quelque part une ossature et un peu une assise à la question de l'analphabétisme et de sa prise en compte au niveau belge francophone. Donc lire et écrire a été créé et est toujours porté par les deux mouvements ouvriers chrétiens et socialistes, leurs composantes syndicales et leurs composantes associatives. On est toujours dans une logique d'action du local au régional, donc au plus proche de la réalité des personnes et des contextes spécifiques des territoires, et dans une logique d'appui et de ressources par rapport aux autres initiatives locales qui existent toujours et qu'on soutient. Donc lire écrire est à la fois opérateur et en même temps a une logique de soutien à la question de l'alphabétisation sur les différents terrains. Alors, c'est une histoire aussi où on passe du volontariat essentiellement à une professionnalisation croissante. Donc, si je vous ai mis là un JA qui s'attache plus particulièrement à toute cette histoire,
Si on voit l'évolution, en 1990, c'était 500, à peu près 500 personnes qui s'occupaient d'alphabétisation. Les 2 tiers étaient des volontaires. En 2010, le nombre d'intervenants a été multiplié par 3 et le nombre d'apprenants par 5, avec une proportion beaucoup plus importante de professionnels. On peut peut-être tourner. Oui. Alors, le secteur de l'alphabétisation aujourd'hui, ce sont toujours essentiellement des opérateurs associatifs, hein. Il y a à peu près 160 associations répertoriées. La promotion sociale qui, dans une moindre mesure, mais qui est là l'enseignement pour adultes à horaires décalés et des initiatives parapubliques essentiellement d'aide ou d'action sociale qui développent à côté des ateliers d'alphabétisation. Alors, on est dans un modèle d'action un peu particulier aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 associations qui sont vraiment spécialisées en alphabétisation, c'est Lire Écrire et c'est 11 associations, et l'autre association, c'est le collectif Alphabétisation qui est situé à Bruxelles. Les autres associations, en fait, développent des actions d'alphabétisation qui sont intégrées à leur mission principale. Ça peut être une maison de quartier, ça peut être une association culturelle, etc. Donc ça, c'est vraiment une logique d'action intégrée qui est vraiment qui est historique, mais qui est aussi qui correspond vraiment à des enjeux de proximité, d'être au plus proche des lieux de vie de personnes, de faciliter l'accès à l'alphabétisation et de mobiliser les apprentissages en lien avec tous les enjeux que j'ai dit tout à l'heure, en lien avec le projet des personnes, en lien avec l'implication dans la vie sociale à tous les niveaux, quel que soit le projet des personnes. C'est ce qu'on appelle un modèle intégré et transversal. Alors, même si le secteur accueille l'ensemble du secteur, on a à peu près par année entre 16 et 17 000 places de formation, c'est pas très bien, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On a une offre qui est globalement insuffisante par rapport aux besoins, mais c'est un rapport complexe. Donc, on est vraiment dans des rapports complexes entre offre, demande et besoin. Donc, on voit surtout pour les personnes qui ont été scolarisées en Belgique ou à l'étranger et qui ont vécu des échecs successifs dans les apprentissages, on voit bien que rentrer en formation, faire une demande d'alphabétisation, c'est pas une démarche facile. Tous ceux qui pratiquent le connaissent. Donc, c'est une question auquel on est très attentif. Et là, je vous ai mis sur la dia, vous voyez l'image d'une publication qui vient de sortir à l'Harmattan et qui est liée à une recherche-action qui a été menée pendant plusieurs années par les régionales wallonnes de lire et écrire sur les dynamiques motivationnelles. Qu'est-ce qui soutient l'entrée en formation et les apprentissages? Alors, je regarde le temps, excusez-moi pour pas trop déborder. Le secteur de l'alphabétisation, aujourd'hui, c'est ça, on est, à la croisée d'un faisceau de politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas un ministère de l'alphabétisation, il y a pas un ministre qui est en charge de l'alphabétisation. C'est, un ensemble de politiques publiques, on en dénombre 15. Mais dont certaines sont principales. Donc j'ai parlé de l'éducation permanente, mais c'est aussi l'action sociale et la cohésion sociale, l'insertion socio-professionnelle et il y en a d'autres, l'accueil des personnes d'origine étrangère, etc. Donc on est sur, aussi au niveau institutionnel sur un modèle politique à la croisée de plusieurs enjeux politiques. L'alphabétisation est à la croisée. Donc dans la dia précédente, ça correspond, j'ai tenté d'illustrer en tout cas, de montrer en quoi ça correspond à une logique d'action qui permet aux personnes d'avoir différentes portes d'entrée dans l'alphabétisation et dans l'apprentissage, dans différents lieux.
et dans des lieux de proximité, mais ça correspond aussi à une logique de prise en compte de la question de l'analphabétisation dans toutes les politiques publiques. Si je prends un exemple, la question de l'insertion socio-professionnelle, pour nous, c'est important que les politiques d'insertion socio-professionnelle et les opérateurs d'insertion socio-professionnelle prennent conscience qu'il y a des personnes analphabètes sont aussi en demande d'insertion, qui sont aussi en demande de formation qualifiante, et que l'alphabétisation, ce n'est pas un modèle linéaire. Ces personnes doivent pouvoir monter en qualification tout en apprenant la maîtrise des langages fondamentaux. Pardon. Donc c'est la même chose en matière sociale. Donc l'alpha, ce n'est pas un préalable à autre chose, et la question de la persistance de l'analphabétisme doit pouvoir être réfléchie dans l'ensemble des politiques publiques. Alors, on a un outil, un instrument depuis 2005 de coordination des politiques publiques en ce qui concerne l'alphabétisation, en tout cas des principales. C'est un accord de coopération conclu en 2005 avec un instrument politique qui est la conférence interministérielle. Donc les différents ministres concernés se réunissent pour donner des impulsions et améliorer les coordinations des politiques d'alphabétisation, et un comité de pilotage de l'alpha, là, qui rassemble les principales administrations concernées et des opérateurs, et principalement les réécrire. Voilà, alors que dire, on avait fondé beaucoup d'espoir sur cet accord de coopération. De fait, au niveau politique, passé l'installation de la première conférence interministérielle, on est resté sans grandes impulsions politiques sur la coordination des politiques publiques. Mais apparemment, ici, en tout cas, la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, relance le processus avec le ministre-président, et voilà, donc on verra les prochaines années comment la question va pouvoir évoluer. Le comité de pilotage, lui, a continué toujours à se rencontrer, à se réunir, à se concerter. Il publie régulièrement un état des lieux de l'offre d'alphabétisation. Louise va mettre, vous verrez en ligne, les liens vers les ressources. Et en 2018, le comité de pilotage a diligenté une étude spirale, dont vous pouvez aussi trouver le texte complet sur le site de Les Réécrire ou le site du comité de pilotage. Et cette étude, qui a été menée par l'Université de Liège, a mis en évidence de manière formelle quelque chose qu'on ressentait, qu'on pressentait, mais c'est bien de dire que tous ces acteurs différents qui font de l'alphabétisation, en tout ou en partie ou à la marge, etc., tous ces acteurs d'alphabétisation qui ont été questionnés dans cette étude, en fait, se reconnaissent comme faisant partie d'un secteur de l'alphabétisation. Donc, on n'a pas de décret, on a une multiplicité de dispositifs, mais les gens qui sont dedans, les acteurs qui font de l'alphabétisation, se reconnaissent comme faisant partie d'un secteur parce qu'ils partagent une profession qui n'est pas de l'enseignement, qui n'est pas de la formation d'adultes traditionnels, qu'ils partagent le sens d'une utilité publique et le sens d'une valeur de démocratie, et aussi de la prise en compte de la spécificité des difficultés sociales dans lesquelles que le public rencontre, hein, pour un certain nombre d'entre eux. Donc c'est un secteur qui se reconnaît positivement hétérogène, donc qui revendique comme nécessaire son hétérogénéité, et qui revendique aussi une forte autonomie. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour les acteurs d'alphabétisation de coller à la réalité du terrain et à la réalité des apprenants, d'accepter des parcours de formation qui sont avec des entrées et des sorties, parce qu'à un moment donné, il y a un boulot, il faut revenir et puis on repart. Voilà, donc il y a vraiment cet élément très fondateur. Voilà, on peut passer aux enjeux. Je vais essayer de rester dans mon timing. La question des enjeux, j'en ai mis 3 en évidence, et Anne, ma collègue Anne, va revenir évidemment plus dans les détails et de manière plus précise sur certains d'entre eux. Le premier enjeu, c'est connaître la situation de l'analphabétisme.
On n'a aucune étude sur les niveaux de compétences des adultes en Belgique francophone. C'est un gros souci parce qu'évidemment, on ne connaît pas les besoins. On les connaît seulement de manière intuitive et ça nous paraît compliqué d'avoir des pilotages politiques et opérationnels pertinents si on n'a pas ces éléments de connaissance. Donc pour nous, c'est important qu'on progresse sur une meilleure connaissance de la question, tant dans les aspects qualitatifs et quantitatifs, notamment ce qui nous occupe beaucoup, qui nous questionne beaucoup pour le moment, c'est la question des jeunes adultes. Mais on n'a pas de données. Alors, c'est un pilotage important pour les politiques d'alphabétisation, hein, celles qui sont coordonnées ou spécifiques, mais c'est surtout aussi un enjeu important pour une meilleure prise en compte de la réalité de la persistance de l'analphabétisme dans les autres politiques publiques. Donc la formation des adultes n'est pas la réponse à toutes les situations d'illettrisme. Déjà, l'offre est complètement insuffisante, tout le monde ne compte pas se former et tout le monde... Voilà. Donc il faut vraiment que dans l'ensemble de la sphère publique, les personnes qui sont en situation d'illettrisme puissent accéder et exercer leurs droits sociaux, économiques, culturels, politiques. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et évidemment, la situation Covid et la situation de digitalisation accélérée rend hyper problématique toutes ces questions-là. Alors pour nous, c'est vraiment un enjeu de citoyenneté, de démocratie. Donc si on n'imagine pas qu'on puisse vivre dans un espace de citoyenneté et un espace démocratique où on laisse 20, 10, 15, 20, 30% de la population sur le pas de la porte, puisqu'il n'y a pas que la question de l'illettrisme, il y a la question de la digitalisation. Voilà, ce sont des citoyens comme des autres, donc ils doivent pouvoir être pris en compte. Alors la dernière dia. Donc les enjeux qui restent permanents pour nous, c'est le droit effectif à une alphabétisation de qualité, hein. Donc il faut renforcer les moyens d'action, il faut faciliter l'accès à la formation et pour nous, c'est vraiment important qu'il y ait des politiques de soutien positif à la formation plutôt que des logiques où on utilise la formation comme moyen de contrôle du chômage, comme moyen de contrôle de l'intégration, etc., etc. Donc ça, c'est un enjeu sur lequel on reste très attentif. Et le troisième, c'est d'appuyer et soutenir les opérateurs. Vous voyez qu'il y a une variété d'opérateurs, des opérateurs souvent associatifs. Ils ont besoin de simplification administrative, puisque les différents pouvoirs publics, s'il y a 15 politiques publiques, ça veut dire que chaque politique publique a ses exigences administratives. Donc, il y a vraiment un besoin de coordination. Et il faut vraiment soutenir l'innovation et la poursuite de la professionnalisation. Donc il y a vraiment, l'alphabétisation existe en Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'il y a des acteurs militants qui ont créé, innové et qui continuent d'innover. Donc ça c'est vraiment important parce que c'est un défi pas simple, l'analphabétisme. Voilà, que nous partageons. Je donne la parole à Anne. Merci beaucoup Sylvie. Voilà. Merci Cécilia pour la dia. Voilà, donc ici, j'ai été sollicitée pour essayer de décrire les enjeux du monde de l'alphabétisation et en partant évidemment de l'exemple de Lire et écrire Bruxelles par rapport à la crise Covid. Et c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de vous présenter les enjeux fondamentaux en lien avec la distanciation sociale qui nous a été imposée à partir de mars 2020 et au passage au tout digital et au tout numérique. Alors, ce qui est vraiment très important, donc il y a d'autres enjeux également par rapport à cette crise sanitaire que le passage au tout numérique et à la digitalisation, mais c'est sur ce point-là qu'on va se focaliser aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est que la question de l'accès au numérique par rapport au public analphabète n'est pas une question nouvellement traitée par le secteur de l'alpha. Ça s'illustre par 2 journaux de l'alpha qui ont été publiés, un en 2012 et le dernier qui a été publié, qui est sorti en 2020, mais sur base des expériences qui datent d'avant la crise sanitaire. On peut passer au slide suivant.
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans ce JA qui date de février 2012, les enjeux fondamentaux qui nous occupent aujourd'hui sont déjà posés. Il y a 3 axes de réflexion qui sont clairement identifiés par rapport à notre public et à cet accès au tout numérique. C'est d'abord la question du matériel TIC et des connexions pour les apprenants et le public. Donc, c'est vraiment ça un enjeu fondamental, c'est cet enjeu matériel. Mais on met déjà aussi en évidence à ce moment-là qu'il ne suffit pas d'avoir du matériel, mais il s'agit aussi de travailler sur les accès aux différents contenus et aux applications. C'est l'axe 2 qui est vraiment déjà clairement mis en évidence et puis qui est complété par un axe 3. Quand on a accès aux différents contenus et applications, qu'est-ce qu'on en fait de cet outil-là? C'est la question de l'objectif qui, pour nous, l'éthique, donc technologie de l'information et de la communication, qui doivent être dédiées au développement humain et pas l'inverse. Donc, il faut que vraiment ces outils-là s'adaptent à l'homme et pas que l'homme soit en permanence en adaptation permanente par rapport à ces nouveaux outils. Donc, ces questions étaient déjà clairement identifiées en 2012. Ce qu'on constate aussi en 2012, c'est qu'il y avait déjà une grande volonté du public analphabète d'entrer dans ce monde du numérique. C'était parce qu'effectivement, déjà en 2012, on constate que toute une série de services essentiels à la vie au quotidien se numérisent. C'est l'accès aux services bancaires, c'est la nécessité de devoir envoyer un mail pour avoir un rendez-vous avec une école, un service ou autre, pour poser une question. Et donc, on constate déjà dans notre public qu'il y a une envie et un besoin d'être autonome par rapport à cette nouvelle digitalisation du monde. En 2020, dans le journal de l'Alpha de 2020, on reprend exactement les mêmes thématiques, mais on rajoute aussi la question des logiciels libres. Donc, quels outils et qu'est-ce qu'on travaille comme outils par rapport aux grandes richesses de ce monde et aux grandes entreprises qui sont derrière ces outils numériques. Et puis, il y a la question aussi, donc l'accès au numérique, c'est l'accès à un ordinateur, c'est l'accès à des services quotidiens, mais c'est aussi l'utilisation du smartphone qui est aujourd'hui le premier outil à disposition de nos apprenants et qu'ils veulent pouvoir maîtriser. Ce qui est très important aussi et qui est constaté en grand dans ce JA qui date de 2020, c'est qu'on dit et redit aussi que tous ces outils numériques sont des médias de l'écrit. Et donc, si c'est complètement, déjà, par définition, c'est en opposition avec notre public analphabète. Et que donc, ça va être vraiment la première difficulté d'accès à ces outils-là, c'est le fait qu'il faut avoir des compétences de base en lecture et écriture pour pouvoir y accéder. Slide suivante. Alors, par rapport, donc ça, c'est vraiment des enjeux qui ont été déjà définis au niveau du mouvement, mais concrètement, par rapport à Lire et Écrire Bruxelles. Donc, en 2 mots, Lire et Écrire Bruxelles, c'est quoi par rapport à l'ensemble du mouvement? Donc, c'est une des 11 associations du mouvement. Elle est composée de 125 travailleurs sur les 320 travailleurs du mouvement. Cette association est sur 5 lieux géographiques à Bruxelles où on dispense des cours d'alphabétisation et on a en plus une mission de coordination du secteur de l'alpha sur Bruxelles via la mission CREDAF. Nous développons des projets TIC depuis 2002. Là, il y a une petite erreur dans le slide, via un financement FSE. C'est ce qui fait que nous sommes dans le mouvement une des associations qui avons le plus de réflexion sur ce sujet aujourd'hui, bien que d'autres dans le mouvement aient développé beaucoup d'initiatives. Par
Par ailleurs, jusqu'en 2020, jusqu'en début 2020, l'apprentissage des TIC reste marginal par rapport à l'ensemble de nos formations. Ça constitue plus ou moins 12% des formations en alpha à lire, écrire, Bruxelles, sachant qu'il y a une salle TIC aujourd'hui dans chacun des centres de formation à Bruxelles et qu'il y a plus ou moins 6 formateurs sur une quarantaine, 45 formateurs qui sont dédiés aux TIC. Alors, 2 supports vers lesquels je vous renvoie. C'est le site AlphaTIC, qui est en fait le site que nous avons développé autour de ces outils en jeu depuis une dizaine d'années, donc qui est un bon support, donc qui est alimenté par des formateurs sur le sujet. Et un petit film aussi qui a été fait par les Récré Bruxelles avant la pandémie, qui se voulait être un petit peu un récapitulatif de l'état de la situation de ces formations TIC par rapport à notre public. Donc, je vous suggère de le visionner parce qu'il montre très, très bien ce qu'aujourd'hui les TIC apportent à un public analphabète et également en termes de valorisation de ces personnes pour qui c'est un outil important. Slide suivant. Alors, la crise Covid n'a pas modifié les enjeux par rapport à cette fracture numérique, mais elle a accéléré le mouvement. Puisque du jour au lendemain, je le rappelle, ça a été notre réalité. Donc, à partir de mars 2020, l'ensemble des formateurs et des formations ont dû s'opérer à distance. Nous avons été confrontés, la première difficulté auquel on a été confrontés, outre la question de l'outillage, c'est la fracture numérique liée aux formateurs. Alors, quand je dis fracture numérique, il ne faut vraiment pas le prendre comme un jugement, c'est un constat. C'est un constat qui est spécifique, qui n'est pas du tout spécifique au milieu des formateurs de l'alpha. On l'a retrouvé aussi dans les profs en Fédération Wallonie-Bruxelles et autres. Mais tout particulièrement par rapport au secteur de l'alpha, on pourrait dire que cette fracture numérique est importante parce que le choix de devenir formateur en alpha, c'est un choix de lien social. C'est un choix de je veux soutenir un public et je veux ce contact social. Et donc, il y a déjà cette idée de se dire que ça ne passera pas par le numérique dès le départ. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, il y a une forme de désintérêt au départ des technologies de l'information et de la communication liée au fait qu'on privilégie le contact et la relation. Deuxièmement, c'est un élément qui est souvent pointé, c'est la moyenne d'âge des formateurs en alpha qui est un petit peu plus élevée, qui est assez élevée, qui pourrait expliquer aussi la difficulté d'appropriation de ce type d'outils. Mais ça nous renvoie à un des freins essentiels, je pense, de cette question de la fracture numérique des formateurs, c'est le sentiment de peur par rapport à des outils jugés inaccessibles. Et donc, c'est de cette question-là dont on a dû s'emparer et qui était un petit peu un sujet tabou avant cette crise, mais aujourd'hui qui est sur la table. Et donc, ça a le mérite de pouvoir être discuté à partir du moment où c'est un sujet qu'on peut mettre en débat. Alors, une des grosses questions aussi qui s'est posée, c'est les formations en alpha. Donc, on nous les a imposées à distance. Et donc, ça, c'était une première difficulté. Et comme Sylvie l'a bien rappelé, nous sommes dans un projet d'éducation permanente. Donc, c'était une difficulté supplémentaire. C'était comment continuer ce projet d'éducation permanente à distance en lien avec ces différentes difficultés. Deuxième réalité de la crise Covid, ça a été l'évolution des demandes par rapport à notre public, avec la fermeture des services publics et privés de première ligne. C'est un constat que nous avons fait à l'IRECRE Bruxelles, mais que le secteur de l'alpha bruxellois et je pense également au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait, c'est que les formateurs en alpha sont devenus des soutiens pour les apprenants au passage au tout numérique des services et administrations. Donc, il faut savoir que déjà dans l'organisation des cours, notre public est un public qui est précarisé, donc il vient avec toute une série de questions. Et donc, avant de commencer un cours, il faut souvent répondre à toute une série de questions.
Et donc là, le nombre de questions s'est amplifié puisqu'il s'agissait là de retrouver, par exemple, l'accès à ses droits. Et donc, c'est très difficile de donner un cours d'alpha si une personne n'a plus accès à ses droits, qui lui met la main en difficulté par rapport au paiement de son logement ou autre. Donc, c'est vraiment une question dont les formateurs ont dû s'emparer et qui a été très difficile à gérer pour eux. Dia suivante. Alors, au niveau des apprenants, donc le constat que nous devions répéter, parce que effectivement, par rapport à ce passage au tout numérique, on a tendance chaque fois un petit peu l'occulter. C'est que vraiment pour avoir cet accès aux technologies de l'information et de la communication, il faut savoir lire et écrire et avoir des compétences de base. Et donc, ça nous a renvoyé à la question, nous, au niveau du mouvement et au niveau de lire et écrire Bruxelles, et c'est un chantier qui, évidemment, n'est pas terminé, c'est quelles sont les compétences de base qui permettent l'accès au TIC en tant que citoyen. Et donc, c'est vraiment faire le lien entre l'apprentissage du français, l'alphabétisation et l'éducation permanente. Il y a eu aussi toutes les questions d'outillage et de connexion, puisque une fois qu'on avait, donc on terminera par ça, mais quand on a travaillé sur la question de l'outillage de nos formateurs et on a beaucoup avancé sur ce sujet-là, on s'est retrouvé confronté à un public qui est très mal outillé et qui a énormément de problèmes de connexion. Donc, toute cette question a fait l'objet de notre campagne en septembre 2020, la campagne liée à la Journée mondiale de l'alphabétisation, qui posait la question du numérique. C'est fantastique, mais c'est très problématique dans le cadre de notre public. Dia suivante. Alors, comment le secteur de l'alpha s'est emparé de cette question-là en lien avec ce contexte que je viens d'expliquer? Donc, clairement, on a profité, on a reçu, on a été soutenu au niveau de l'outillage. Clairement, je pense au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a eu des grands efforts du politique pour développer, pour donner des moyens au secteur pour s'informatiser, se numériser. Et donc ça c'est vraiment, on a vraiment fait un énorme pas en avant sur cette question-là. Deuxième chose, c'est que malgré les difficultés, on a quand même pu, au sein des Réécrire Bruxelles et dans le réseau, ça va être dans la continuité de nos actions, on a pu commencer à mettre en place des petites formations de formateurs sur des matières TIC. Et donc, on a, en novembre-décembre 2020, proposé aux formateurs, sur base volontaire, différents modules de formation qui allaient de l'utilisation de base en ordinateur et de différents outils comme un smartphone, à l'utilisation d'outils et d'interfaces et d'applications pour celles et ceux qui avaient les compétences de base au niveau de l'utilisation d'un ordinateur. Et on a aussi, parce que en fait, les formateurs maîtrisent l'outil informatique à géométrie très variable. Il y a aussi des formateurs qui le maîtrisent très, très bien. Et donc, on a aussi proposé des modules sur des soutiens pédagogiques à des nouveaux supports qui sont apparus sur le marché de la formation et de l'alpha. Donc, on le rappelle toujours, il faut toujours rappeler que tout ce qu'on initie là, ça reste dans un contexte difficile par rapport à notre public, un contexte d'appropriation difficile par rapport à notre public et par rapport à nos formateurs. La suivante. Alors, je vais terminer sur la partie qu'est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à ces questions-là. Donc déjà, dans la continuité de ce qu'on a mis en place à l'IRECRE Bruxelles en termes de modules de formation, on a reçu des moyens
qui vont nous permettre de continuer ce soutien à l'accès aux TIC pour le réseau bruxellois. Donc, on va avoir 5 personnes dédiées en 2021 sous forme de projets pilotes qui vont être à disposition du secteur sur différentes matières. Donc, on va engager un informaticien public, un soutien en maintenance en lien avec ce matériel qui nous a été attribué par le politique. Donc, voilà, il faut avancer sur toutes ces questions-là. Ce n'est pas parce qu'on donne des outils que les associations, le réseau et même nous savons nous les approprier. Donc, il faut vraiment un soutien à la maintenance. Et alors, on va avoir 2 postes pédagogiques en plus à disposition du secteur de l'alpha bruxellois. Voilà. Et alors, on avait demandé aussi, et on a obtenu un poste de chercheur pour toujours garder cette distance critique par rapport aux actions mises en œuvre. Donc, ça nous amène à terminer sur quelles sont les revendications et quels sont les enjeux essentiels pour lire et écrire au niveau du mouvement. Donc, ce que nous demandons dans cette situation particulière aux politiques, c'est le premier point, c'est vraiment qu'on prenne en compte les personnes en difficulté avec la lecture et l'écriture dans les politiques de passage au tout numérique. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Donc, ça se fait déjà. Donc, on est, par exemple, au niveau des récré Bruxelles, on nous a demandé, dans le cadre d'un groupe de travail sur la réflexion sur le passage au tout numérique de la justice, on nous a demandé de trouver des apprenants qui étaient prêts à participer à un groupe de travail sur ce sujet-là. Donc, il y a vraiment, au niveau des transports bruxellois aussi, il y a une volonté aussi de prendre en compte ce public, mais ce n'est pas encore assez le cas. Par exemple, on travaille sur le passage au tout numérique dans les communes. Aujourd'hui, certaines communes bruxelloises sont passées dans le tout numérique sans prendre en compte ce public en difficulté de lecture et d'écriture. Et on essaie d'identifier et de soutenir les communes dans ce soutien à ces publics en difficulté de lecture et d'écriture. Deuxième revendication, c'est vraiment, on demande de ne jamais perdre de vue qu'il faut garder, c'est pas parce que le passage au tout numérique à 100%, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas en tant que citoyen pour la population belge. Donc, on demande le maintien de l'ouverture des services de première ligne dans les secteurs essentiels, les CPAS, les communes, les banques, les transports, santé, écoles, tous ces services qui sont indispensables et qui sont des services de base pour la population. Voilà, donc j'en termine là. Nous trouvions qu'une bonne manière de conclure ce sujet, c'était de repasser une petite capsule rosa que le communautaire a travaillé dans le cadre de la campagne 2020. Voilà, je terminerai sur ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Ah, voilà Rosa. Elle va chercher sa fille au centre sportif. Elle doit renouveler son titre de transport. Mais Rosa ne connaît pas cette machine. Rosa aimerait trouver un employé de la société de transport pour l'aider, mais tous les guichets ont été supprimés. Le numérique, c'est fantastique. Pour Rosa, qui ne sait ni lire ni écrire, c'est souvent problématique. En Belgique, 1 adulte sur 10 a des difficultés pour lire et écrire. Le saviez-vous ? Voilà. Donc, on se retrouve après cette intervention d'Anne et de Sylvie, que je remercie pour les éclairages apportés sur les questions qui traversent notre secteur et qui traversent le secteur d'alphabétisation dans les pays que nous avions invités précédemment. Donc, merci à toutes les deux. On va prendre la température maintenant de ce qui s'est dit et passé sur le chat. Voilà, Louise, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, donc voilà, nous sommes assez confortables pour répondre aux questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, Louise, dis-nous comment ça s'est passé et comment cette intervention a été reçue. Et si nous avons beaucoup de questions à poser à Anne et à Sylvie.
Oui, Cécilia. Eh bien, tout s'est très bien passé. Je pense que tout le monde a été très attentif parce que nous n'avons pas énormément de questions à poser à Sylvie et à Anne. Donc, ça veut dire que tout est très clair et apparemment aussi complet. Mais j'ai quand même quelques petites questions, hein. Alors, première question. Les apprenants, donc c'est de quelqu'un qui nous vient de France et qui pose la question du statut des apprenants. Sont-ils rémunérés? Quel statut ont-ils? Voilà, donc première question à laquelle je vous laisse répondre. Voilà, je vais peut-être apporter une première réponse. Donc, le statut des apprenants, il est loin d'être unique. Vous avez vu, on est dans un faisceau de politiques publiques et donc c'est aussi l'un des grands enjeux sur l'accès facilité à la formation. Donc, il y a d'abord une différence en ce qui concerne la région bruxelloise et la région wallonne. C'est pas la même chose. Donc, les apprenants qui sont dans des dispositifs d'insertion socio-professionnelle avec un contrat qui est conclu avec l'office régional qui est chargé de l'accompagnement des chômeurs, ont leurs frais de transport remboursés et ils ont une intervention d'1 € brut de leur formation. Donc ils ont un statut, je dirais, qu'on appelle ISP. Alors à Bruxelles, c'est le cas aussi pour un certain nombre d'apprenants, sauf qu'en région bruxelloise, le budget accordé à l'insertion socio-professionnelle et à ce statut-là n'est pas suffisant pour englober l'ensemble des apprenants, mais Anne pourra en parler plus précisément pour lire et écrire Bruxelles. Donc il y a une différence entre régions et dans un même espace de formation, il y a des différences selon que les personnes sont dans un dispositif d'insertion socio-professionnelle ou pas. Ceux qui n'y sont pas n'ont qu'un statut particulier. C'est-à-dire ils n'ont pas de remboursement, ils n'ont pas de rémunération, ils sont là sur une base. Enfin, la contrepartie, c'est qu'ils sont là sur une base volontaire. Ah ouais, les autres aussi, mais bon, il y a quand même un encadrement. Donc, il y a sur l'insertion socio-professionnelle, il y a un statut, mais il y a aussi un contrôle. C'est un contrat. Voilà pour les statuts. Donc nous, on aimerait bien qu'il y ait une politique d'incitation à la formation de base, hein, sur les compétences de base, pourrait être d'avoir un fonds qui uniformise les statuts pour tous les stagiaires, puisque en milieu rural, il n'est pas rare d'avoir au semi-rural des groupes d'apprenants avec des gens qui sont dans le même espace de formation. Certains ont 1 € de l'heure et l'autre pas. Donc, pour compléter ce que dit Sylvie, donc à Bruxelles, en fait, nous, on a un public extrêmement hétérogène, donc qui peut demander, qui vient dans nos formations parce qu'ils ont besoin d'une attestation de fréquentation de formation, mais aussi parce qu'ils sont liés à l'aide sociale. Et que donc, donc c'est encore un dispositif autre que l'insertion socio-professionnelle, où encore on a un public de sans-papiers, on a un public de personnes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas. Donc c'est très 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 hétérogène, et la complexité aussi de la rémunération, c'est la question du statut. Donc il faut des personnes enregistrées pour bénéficier d'une allocation, ce qui serait très très compliqué dans notre cas, puisque d'abord on rappelle que notre dispositif, on essaie de le maintenir sur une base volontaire. C'est très compliqué parce qu'effectivement, quand on l'inscrit dans des mesures ISP, insertion socio-professionnelle ou autres, c'est très compliqué de rester sur cette base volontaire, mais c'est quand même encore notre souci aujourd'hui. Donc, oui, on serait prêt à militer pour cette question-là, mais après, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ça rejette une partie de notre public pour qui c'est non seulement un soutien à l'apprentissage du français, mais c'est un accrochage social aussi de suivre des cours d'alphabétisation. Donc, vraiment, c'est une question complexe, voilà, pour laquelle on n'a pas encore une réponse claire. Merci. J'ai donc une deuxième question.
Toujours en France. Donc, en France, nous avons beaucoup de pression face à des objectifs essentiellement portés sur l'insertion socio-professionnelle. Comment cela se passe-t-il chez vous? Donc, la Belgique, j'ai envie de dire qu'on s'inscrit dans un cadre général des politiques d'insertion socio-professionnelle, qui est un cadre aussi européen, et sur des logiques un peu d'activation. Donc, la pression au niveau de l'insertion socio-professionnelle, elle est importante. Voilà, maintenant je pense aussi, donc c'est pour ça quand je parlais du décret culture, là par exemple, décret éducation permanente, on a des exigences aussi, mais qui ne portent pas sur les personnes qui fréquentent les associations. On a des exigences c'est normal, on reçoit de l'argent public, en tant qu'association, il faut rendre compte évidemment de son usage. Donc voilà, donc la pression, l'alphabétisation, je dirais, est fort impactée par ce qu'on appelle, nous, les politiques connexes, comme les politiques d'insertion. Les politiques d'insertion qui sont qui sont passées plus dans une logique d'activation, c'est-à-dire pour pouvoir garder son revenu de remplacement, il faut montrer qu'on recherche de l'emploi et il faut le prouver, et il faut montrer qu'on se forme et il faut le prouver, et il faut prouver qu'on atteigne des résultats. Donc voilà, donc la pression, elle est fort importante à ce niveau-là, comme Anne l'a illustré aussi parfois sur l'aide sociale. Voilà, donc en tant qu'association, on a des répercussions de cette pression. Donc les associations wallonnes de lire et écrire, elles sont reconnues dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle au niveau wallon, et elles ont des exigences quantitatives d'heures pour maintenir leur financement. Elles ont des exigences sur le type de public précis. Et voilà, donc effectivement, ça catégorise à la fois les publics et les financements et les possibilités d'action. Et donc, de nouveau, pour compléter ce que Sylvie dit, donc à Bruxelles, nous sommes moins, si je puis dire, stigmatisés ISP. On a cette chance-là, c'est une chance, puisqu'on est financé effectivement par l'éducation permanente, mais aussi par la cohésion sociale au niveau de Bruxelles. Et donc, effectivement, on a des objectifs quantitatifs, mais qui sont moins rigides qu'en lien direct avec l'ISP. Donc voilà, donc on essaie de maintenir cette autonomie et on essaie de garder de la distance, une distance maximale par rapport à cette pression de l'ISP. C'est pas évident parce que voilà, parce que on essaye de le maintenir parce que c'est à la base de nos valeurs et de notre projet. Donc de ne pas de ne pas travailler avec un public contraint, de ne pas leur rajouter cette contrainte supplémentaire. Ce n'est pas évident, mais aujourd'hui nous avons cette chance à Bruxelles d'être un peu moins un peu moins sous pression par rapport à l'insertion socio-professionnelle qu'en Wallonie. Je voudrais bien, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pas parce qu'il y a une pression politique, un certain type de politique d'insertion socio-professionnelle, qu'on souhaiterait que l'alphabétisation se passe en dehors de l'insertion socio-professionnelle. Pour nous, c'est un réel enjeu que les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui veulent accéder à des formations qualifiantes ou qui sont dans des parcours de formation préqualifiantes ou qualifiantes, puissent accéder à des apprentissages en alphabétisation de manière simultanée. Donc c'est vraiment important que l'alphabétisation puisse soutenir aussi les projets d'insertion socio-professionnelle des personnes. Donc il faut vraiment distinguer pour nous le sens de l'action, et donc au niveau par exemple des régionales wallonnes, qu'on fasse de l'alpha dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle, de la cohésion sociale, de l'action sociale ou de l'éducation permanente, c'est le même dispositif pédagogique, c'est de l'alphabétisation populaire, de l'alphabétisation en appui aux projets et aux désirs des personnes, et en appui à une démarche de participation active à toutes les sphères de la vie sociale, y compris l'emploi, et c'est qu'il ne met pas en poche, je dirais, la dimension aussi critique et citoyenne de cette participation. Voilà, merci Sylvie et Anne. Je donc continue avec la prochaine question. Excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Voilà. C'est une troisième question qui, je ne sais pas, dans le chat, on n'a
pas vraiment pu y répondre et je ne sais pas si vous pourrez non plus y répondre, mais elle vaut peut-être la peine quand même qu'on en parle. Donc, une personne dit j'ai une préoccupation qui s'écarte un peu de l'objet de ce webinaire. C'est l'ampleur que prend l'écriture inclusive avec les difficultés de lecture qu'elle entraîne, particulièrement auprès des moins bons lecteurs et des non-francophones. Comment pourrions-nous agir pour qu'elle ne soit pas ou autrement utilisée? Comment pourrions-nous sensibiliser les personnes qui l'utilisent? Je ne suis pas une spécialiste de l'écriture inclusive. Je pense que c'est intéressant, donc, et je ne suis pas une pédagogue, hein, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Mais quand j'entends cette question, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur qu'est-ce qu'on mobilise dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et la question de l'écriture inclusive ne me paraît pas centrale dans les difficultés d'acquisition de la langue, de la lecture et de l'écriture. Voilà, donc moi j'ai un peu de mal à faire le lien entre les deux. Je ne vois pas en quoi l'écriture inclusive serait un frein supplémentaire au niveau de la compréhension et de l'apprentissage. Voilà, mais je peux me tromper, donc voilà. Peut-être référer sur l'outil que j'ai montré tout à l'heure sur le cadre de référence pédagogique alphabétisation populaire, donc qui fixe des balises. Et notamment, on utilise beaucoup un outil qu'on a appelé entre nous la roue au carré, parce que ça a commencé par une idée de roue, puis pour finir c'est un carré, et qui permet de remettre au centre quelle est la question de l'apprenant ou du groupe en apprentissage, on lit pourquoi, on veut écrire pourquoi, et qui permet d'identifier toutes les multiples compétences qui sont mobilisées dans une démarche d'apprentissage. Et on voit que la question, par exemple, grammaticale ou orthographique, n'est vraiment qu'un petit aspect de la question. Voilà. Oui. Ah, pardon. Vas-y, Oui. excuse-moi. Oui, donc moi je ne suis pas pédagogue non plus comme Sylvie, mais c'est vrai donc effectivement c'est un peu hors sujet, à part que effectivement, de mon point de vue, aujourd'hui c'est une hypothèse que je mets sur la table, c'est que ça complexifie quand même. Je pense que la langue française, indépendamment est une langue compliquée. Les règles établies par l'Académie française il y a longtemps ne sont pas toujours logiques et évidentes. Voilà. Et donc, je pense que ça rajoute une dimension complexe et qui va impacter, je pense, notre public, qui impacte notre public, mais c'est une hypothèse. Voilà. Après, peut-être c'est un sujet à travailler effectivement avec nos apprenants. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Voilà, ce serait intéressant. Oui, mais je pense que l'écriture inclusive n'est pas un objet figé. Donc, justement, l'enjeu, c'est plutôt d'arriver à coordonner un processus avec un autre. Et donc, justement, une des participantes vient de nous annoncer un webinaire pour la semaine prochaine, le 11 février. Il y aura donc un webinaire qui s'intitule « Inclure sans exclure, comment rédiger de manière inclusive et accessible ». Donc, j'invite tout le monde intéressé par cette question à prendre note du rendez-vous. Et peut-être, Louise, pour te compléter, c'est vrai que la question du langage simplifié, par contre, a été abordée par nos intervenants précédents. Et donc, dans certains pays, c'est une vraie revendication des associations d'alphabétisation que de pouvoir utiliser ce langage et de l'imposer au pouvoir public. Donc, il y a toute une collaboration qui est mise en place sur cette question-là. Donc, c'est à contrario, ça ne répond pas à la question de ta participante, mais je pense aussi que c'est un outil intéressant dont les associations d'alpha s'emparent, ce langage simplifié. Oui, Voilà. je partage ce que tu dis, hein, Cécilia. Je pense que la vraie question est là. Donc, Anne rappelait les règles de l'Académie française. Il faut relire l'intention qui a procédé à comment on fige les règles de grammaire, d'orthographe, etc. C'était bien une intention de reconnaître le haut du panier, du bas du panier. Et donc, il y avait bien une intention de distinction sociale explicite. Avant, le langage était beaucoup moins figé. Donc,
moi, j'ai envie de dire que l'écriture inclusive, elle a son enjeu justement de se débarrasser dans la langue de certains biais qui sont significatifs de distinction sociale, que ce soit en matière de genre ou autre. Donc, ce n'est pas l'objet principal pour la FAP. Par contre, Cécilia, la question que Cécilia pose, c'est une vraie question dont on s'est peu emparé à lire écrire jusqu'à présent. Il nous reste 5 minutes, Louise. Donc, j'ai une question voilà, sur la diminution du volontariat. Pourquoi la diminution du volontariat dans votre fonctionnement alors que c'est un bon levier d'action et de lien social? En fait, dans les années 90, il y avait du volontariat voulu et du volontariat subi. Donc voilà, donc le fait, donc il y a vraiment eu tout un travail militant pour faire reconnaître la question de l'analphabétisme, puisqu'elle était niée. Donc il y a une scolarité obligatoire, donc tous les adultes maîtrisent la lecture et l'écriture. Pourquoi se questionner? C'est pas un problème. C'était moins un problème aussi quand on avait moins besoin de compétences à la lecture et l'écriture. Donc cette base volontaire et militante a présidé à l'existence de la problématique et donc à l'interpellation politique en disant 1, ça existe, vous devez agir, 2, ça existe, vous devez agir, y compris en finançant l'offre d'alphabétisation, donc qui s'est, je dirais, naturellement professionnalisée. Donc il y a des volontaires qui se sont professionnalisés, ils ont trouvé que c'était aussi bien d'être payés que de ne pas payer pour la même fonction, et puis d'autres qui ont souhaité préserver, et ça continue à exister, un engagement volontaire et bénévole choisi, et ça a du sens aussi dans le cadre de notre action d'alphabétisation populaire et dans le cadre d'associations. Il y a actuellement des associations d'alphabétisation qui travaillent sur l'alphabétisation, qui le font uniquement sur une base volontaire et qui ne souhaitent pas avoir de professionnalisation. C'est un choix tout à fait légitime. Donc, effectivement, donc, pour compléter ce que Sylvie dit, donc à Bruxelles, effectivement, nous avons reçu des moyens pour engager du personnel qui s'est professionnalisé. Par ailleurs, sur le secteur bruxellois Alpha, le bénévolat, le volontariat reste important. Et donc on n'a pas du tout de rejet par rapport au volontariat, bien sûr, au bénévolat. Et donc, on trouve que c'est vraiment des initiatives non seulement vraiment importantes pour le secteur. Par ailleurs, là où ça joue pour nous, c'est sur la formation des formateurs, où du coup, on reçoit beaucoup de volontaires, de bénévoles sur la formation de formateurs pour effectivement pour les aider, les accompagner dans cette fonction de formateur. Voilà, Louise. Je pense que si tu n'as pas une question vraiment révolutionnaire, on va conclure là. D'accord. Au revoir à tous. Merci à tout le monde. Merci Louise, merci Yannick. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette série de webinaires. Nous avons engrangé énormément d'informations, énormément de réflexions. Nous avons matière à analyse, matière à futurs webinaires. Donc on va prendre le temps de se poser, de réfléchir à la suite. Nous sommes aussi très heureux d'avoir pu activer finalement un réseau informel d'acteurs de l'alphabétisation au-delà de nos frontières, ce qui nous semble important pour continuer à travailler ces questions qui nous traversent et ces enjeux qui souvent sont les mêmes, même si les points de départ et les dispositifs d'alphabétisation, on l'a vu, sont très, très différents d'un pays à l'autre. Donc merci à tous les intervenants qui ont accepté de répondre à cette invitation. Merci à Anne et à Sylvie pour leur intervention d'aujourd'hui et à tous les participants fidèles et qui nous ont suivis pendant 7 webinaires et ceux qui nous ont pris en cours de route. Donc, je vous rappelle que tout ça est en replay, donc n'hésitez pas à retourner sur ces pages en replay et pouvoir les regarder seul ou pas seul ou en formation ou pas en formation. Donc voilà, je remercie notre partenaire technique aussi, Factum Lab, ici présent à mes côtés, et nos financeurs, la fondation, excusez-moi pour l'erreur, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Fonds social européen. Donc merci à tous et très belle journée et bientôt peut-être pour un prochain épisode. Merci. Au revoir.